Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure qu'on propose aujourd'hui avec le laboratoire Vitanutrix. Et on est content de retrouver aujourd'hui Ludovic Rondini. Bonjour Ludovic. Bonjour Solène, bonjour à tous. Donc Ludovic, qui est docteur en nutrition et le directeur scientifique du laboratoire Vitanutrix. Donc aujourd'hui, on va se poser une question. On va se poser la question suivante: peut-on se passer des IPP? Avant de laisser la parole à Ludovic, je vous rappelle très rapidement le fonctionnement de Livestorm pour ceux qui potentiellement ne connaissent pas. Donc, à tout moment, vous pouvez nous envoyer vos petits messages dans le chat s'il y a des soucis au niveau du micro, de la caméra, etc. N'hésitez pas, on est là pour vous aider. Donc, si c'est des questions par contre sur la présentation, posez-les dans la rubrique questions qui est juste à côté. Ça sera beaucoup plus simple pour y revenir à la fin de la présentation parce qu'on garde bien 15-20 minutes pour répondre à toutes vos questions à la fin. Donc, n'hésitez vraiment pas tout au long du webinaire à poser vos questions. Dans la rubrique questions, vous pourrez également voter pour les questions qui vous semblent le plus pertinentes. Et on commencera par ces questions à la fin. Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole Ludovic, peut-être te présenter rapidement et puis commencer cette présentation. Merci Solène. Tu m'as bien présenté, donc je ne sais pas si véritablement il faut en rajouter. Je vais plutôt passer peut-être un peu de temps sur l'introduction du sujet du jour. Voilà, donc la question est posée, douleur gastrique, peut-on se passer des IPP? Alors pourquoi avoir fait proposé ce webinaire? Pour deux raisons. Premièrement, les problèmes d'acidité gastrique sont très fréquents et donc ça veut dire qu'il y a véritablement une problématique de santé. Et au-delà de ça, on a en réponse quasi systémique ou systématique à ces problèmes d'hyperacidité, la prescription d'inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont des médicaments en vente libre ou éventuellement sur prescription, et qui, on va le voir, ne sont pas neutres du tout dans leurs effets secondaires et dans les effets à long terme de la prise de ces médicaments. Donc c'est cette problématique que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Avant cela, je vais vous dire un tout petit mot sur Vitanutrix parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de webinaire avec Simplicure, même si on était parmi les tout premiers à en faire. Donc Vitanutrix, c'est une société belge. Nous sommes basés à Nivelles. On a vraiment une expertise dans le complément alimentaire, produits de santé naturelle, comme je préfère les appeler. Une gamme d'une 30, 35, 40 produits à peu près. Et notre savoir-faire, c'est vraiment la formulation, le sourcing matières premières, c'est hyper important. En fait, vous faites pas une belle formule si vous n'avez pas des bonnes matières premières. C'est comme en cuisine. Voilà, et on utilise principalement des ingrédients dits objectivés, c'est-à-dire qui bénéficient d'études cliniques, nous permettant de nous appuyer sur ces résultats. Et d'ailleurs, parmi les propositions de produits que je vais vous présenter, juste 3, vous verrez, tous bénéficient d'études cliniques. Je vous passe, on a des technologies bien particulières, on a une signalétique qui est assez claire, on essaye d'être très transparent sur ce que l'on fait et très pro. Vous nous trouvez principalement en pharmacie, mais pas que. On a d'ailleurs un nouveau service que vous retrouvez en fait en bas à droite avec ce QR code sur l'espace pro de Vitanutrix. Donc quand vous êtes sur vitanutrix.com, en haut à droite, vous avez un petit pavé rouge qui s'appelle Espace Pro. Vous pouvez vous y inscrire ou éventuellement utiliser le QR code sur ce support. Et nous avons un service qui s'appelle Mes prescriptions, qui vous permet potentiellement de commander les produits. Alors ça, c'est bien sûr si vous travaillez qu'avec Vitanutrix. Je vous rappelle, l'avantage de la plateforme Simplicure, c'est effectivement que vous pouvez mixer les marques. C'est le gros avantage d'avoir cette plateforme marketplace. Voilà, donc l'idée, c'est pas de faire de la concurrence, mais c'est potentiellement de faire du complémentaire par rapport à ce qui est proposé. Voilà, nos valeurs, innovation, efficacité, biodisponibilité et proximité. Pas le temps forcément ou pas la volonté de vous les développer, mais en tout cas, je vous en parlerai avec grand plaisir. Et en tout cas, cette conférence, comme d'autres, illustreront assez bien en fait ces 4 points cardinaux qui sont un peu notre fer de lance en termes de développement de formules et de gamme. Et pour venir sur la gamme Vitanutrix en particulier, ce qui nous différencie, ce sont principalement des ingrédients innovants et objectivés par des études cliniques. Donc ça, je vous l'expliquais. Des produits qui sont bien dosés.
Alors ça, c'est un peu une condition sine qua non sur le marché belge, hein, puisque nous sommes basés en Belgique et généralement les dosages sont très bons et on a un rapport dosage-prix qui est assez imbattable, je dirais. Des associations d'actifs pertinents, un minimum d'additifs, y compris ceux qui sont acceptés mais encore controversés. Je pense au polysorbate par exemple, ou au dioxyde de titane, et puis un maximum de naturalité. Voilà, attaquons. Si vous avez des questions sur Vitanutrix, on a tout loisir de les aborder pendant la période de questions, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais je voudrais mettre un peu, voire beaucoup de science. C'est aussi une de nos marques de fabrique. Effectivement, moi j'ai un doctorat en nutrition. J'en profite, hein, Solène, pour m'auto-présenter à ce moment-là parce que ça glisse mieux dans la présentation. Donc j'ai un doctorat en nutrition. J'enseigne beaucoup en fait la micronutrition par passion et par volonté en fait de transmettre. J'ai un background en biochimie également et là aussi, pour ceux qui me connaissent, je saupoudre allègrement de biochimie toutes mes présentations parce que ça explique beaucoup de choses d'un point de vue métabolisme. Alors rentrons donc sur ce fameux webinaire douleur gastrique, peut-on se passer des IPP, avec pour commencer une position du problème. En fait, l'acidité provient très clairement de l'estomac. Pourquoi est-ce qu'on a cette acidité dans l'estomac? Eh bien parce que cet organe remplit une fonction digestive qui est fondamentale. D'ailleurs, souvent, on fait un focus sur l'intestin, mais n'oubliez pas que si sur les parties hautes du tractus digestif, bouche et estomac, le travail de digestion n'est pas fait correctement, derrière, il s'ensuit évidemment des problèmes d'absorption, évidemment des problèmes de prolifération ou de déséquilibre du microbiote. Donc, pour revenir sur les rôles propres à l'estomac, on a d'une part une digestion mécanique, hein, vous savez que c'est l'organe du tractus digestif qui est le plus riche qui a une couche musculeuse en fait la plus dense et la plus importante, parce que on va mélanger la nourriture et les sucs gastriques pour former ce qu'on appelle le chyme, hein, qui sera ensuite digéré ou dont on poursuivra la digestion dans les parties basses et notamment dans le grêle. Et puis, on a également une digestion chimique, donc qui va commencer dès l'estomac, notamment avec la digestion des protéines, hein, qui sont les macronutriments les plus difficiles en fait à digérer, sous l'action donc d'acide chlorhydrique synthétisé par certaines cellules de l'estomac, on voit ça juste après, et par un certain nombre d'enzymes, notamment la pepsine. Alors, l'estomac a d'autres rôles que je vais parcourir assez rapidement. L'absorption de certaines molécules, donc soit des petites molécules liposolubles type alcool, aspirine. On a un peu d'eau aussi qui est absorbée, un peu d'électrolytes, mais globalement, c'est pas son rôle principal. On a une action antimicrobienne qui est hyper importante. Vous savez que le pH de l'estomac descend assez bas. Fin de digestion, vous êtes entre 0,8 et 1. Entre les repas, vous êtes aux alentours d'un pH qui est à 4. Donc, vous voyez qu'on a une action antimicrobienne parce qu'on va détruire une grande partie, pas la totalité, hein, mais une grande partie des micro-organismes qui se trouvent dans l'estomac. Vous connaissez d'ailleurs ça avec le problème des probiotiques. Hein. Quand on prend un probiotique, on a entre 20 et 80% de destruction, quelle que soit la souche microbienne, parce qu'on a une action bactéricide de l'estomac. Et puis, c'est également lui qui régule la vitesse du transit, notamment au niveau de la libération du chyme dans le duodénum. Et puis on a d'autres fonctions, notamment production d'enzymes digestives et sécrétion de ce qu'on appelle les facteurs intrinsèques, notamment qui sont nécessaires à l'absorption de la B12 dans l'intestin grêle. Vous savez que les gens, par exemple, qui sont opérés pour de la chirurgie bariatrique, hein, qui ont un estomac donc qui est shunté, c'est un bypass, ou qui est slivé, c'est-à-dire en fait qu'on transforme en espèce de tuyau, eh bien, une des conséquences principales de cette chirurgie, c'est des troubles de l'absorption. Alors, la sécrétion d'acide est conditionnée par un certain nombre de facteurs. Le premier des facteurs, c'est évidemment la digestion.
et la préparation à la digestion, puisque sur la sécrétion gastrique, en réalité, on a 3 phases. Une première phase qui est ce qu'on appelle la phase céphalique, qui va stimuler les sécrétions au niveau de l'estomac via le nerf vague. Et ça, vous savez, c'est en fait quand on voit un aliment et qu'on dit il me met l'eau à la bouche. Alors non seulement il stimule sa vision ou tout son univers organoleptique, c'est-à-dire ce qu'il dégage comme odeur et comme, ce qu'il dégage comme odeur. Eh bien, tout cela, ça ne fait pas que stimuler vos glandes salivaires, ça a aussi un impact direct sur l'estomac et déjà sur les sécrétions d'acide. Donc ça vous met en appétit, ça vous ouvre l'appétit et cette sensation de faim qui apparaît quand vous voyez un aliment, elle est entre autres médiée par le début des sécrétions acides, donc pepsine et acide chlorhydrique. La deuxième phase, c'est la phase gastrique à proprement parler. Donc, la présence de nourriture dans l'estomac stimule la sécrétion d'enzymes, de gastrine, d'acide chlorhydrique et d'un certain nombre d'enzymes, notamment la gastrine et l'histamine qu'on va retrouver notamment avec les problèmes d'hyperacidité. Et puis ensuite, on a la phase dite intestinale où là, on va avoir un feedback où en fonction des informations ou en tout cas du niveau de digestion des aliments qui vont arriver dans le grêle va donner un feedback à l'estomac pour soit poursuivre la digestion, soit éventuellement poursuivre la digestion gastrique, j'entends, soit libérer plus de chyme au niveau du grêle. Alors, si on essaye de regarder maintenant un peu plus dans le détail les cellules de l'estomac, en fait, on a 3 grands types. Il y a plus de cellules que ça dans l'estomac, mais je vais focaliser sur 3 grands types. Le premier type, c'est la cellule dite principale. Pourquoi cellule principale? Parce que c'est elle qui va être responsable des grandes fonctions digestives de l'estomac, notamment via la fabrication du pepsinogène, c'est le précurseur de la pepsine, cette protéase qui va digérer les protéines, et la lipase gastrique qui, comme son nom l'indique, va commencer à digérer des lipides. À côté de cela, plus en amont, en fait, dans les cryptes, oui, je vous ai pas décrit la muqueuse sur la gauche, mais en fait, vous avez ici une muqueuse une muqueuse gastrique, et vous voyez qu'on a un certain nombre de cryptes comme ça, et au bord de ces cryptes, ou en tout cas la couche cellulaire qui forme ces cryptes, eh bien, ce sont ces 3 types cellulaires que je suis en train de vous décrire. Bon, donc cellule principale, c'est vu. Cellule pariétale, beaucoup plus haut dans la crypte et donc beaucoup plus proche de la lumière de l'estomac, ce sont les cellules qui sont responsables de la fabrication de l'acide chlorhydrique, donc qui va participer et contribuer à la digestion acide et à l'hydrolyse acide des aliments. Et puis, très important également, on va retrouver des cellules à mucus. Ces cellules à mucus, ce sont elles qui vont produire en fait un mucus qui est une glycoprotéine responsable de la protection de la muqueuse gastrique. D'accord ? Ça, c'est fondamental. On la retrouve tout au long du tractus digestif et notamment dans l'intestin. Si vous connaissez les problèmes d'hyperperméabilité intestinale, là encore, 9 fois sur 10, on a un problème en fait de sécrétion du mucus qui est lié soit de la génétique, soit lié à des déficits physiologiques. Mais cellules à mucus qui sont hyper importantes et je les présente parce qu'elles font un peu le pendant de cette cellule pariétale qui va fabriquer cet acide chlorhydrique qui peut, dans certains cas, agresser la muqueuse gastrique. Et puis, on a des cellules endocrines, donc qui sont des cellules qui vont fabriquer des hormones, notamment de l'histamine, de la gastrine, des endorphines et de la cholécystokinine. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble de ces hormones, mais en tout cas, on va avoir notamment via l'histamine des phénomènes libératoire d'acide. La libération d'histamine va entretenir la fabrication de l'acide chlorhydrique. Alors, maintenant vous connaissez un peu mieux la physiologie de la digestion et de l'estomac. Voyons maintenant
ce que l'on appelle les troubles gastriques. De quoi parle-t-on et pourquoi sommes-nous amenés dans certains cas à consommer des antiacides? Alors ici, on a une classification des différents troubles gastriques. Les plus problématiques, c'est évidemment le cancer de l'estomac qui atteignent principalement les cellules épithéliales. Et on a notamment une forte régression des cancers de l'estomac en Europe de manière générale. Et d'ailleurs, la Belgique comme la France sont des pays où le cancer de l'estomac a une occurrence qui est la plus faible en fait dans le monde, parce que on a une diminution assez forte d'Helicobacter pylori. Alors, je fais une toute petite aparté sur Helicobacter pylori. Il pourrait avoir aussi un rôle protecteur au niveau du système immunitaire. En réalité, c'est pas tant la présence ou l'absence d'Helicobacter pylori qui est important, mais plutôt la charge d'Helicobacter pylori qui a toute son importance. Donc, je ferme cette parenthèse, mais il faut pas autant stigmatiser peut-être Helicobacter pylori qu'on l'a fait dans une certaine période. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la diminution de la charge en Helicobacter pylori est très fortement corrélée et liée à la diminution des cancers de l'estomac. Ensuite, on a les gastrites. Donc, comme à chaque fois qu'on a une gastrite ou un suffixe en ite, eh bien, on a une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Ça peut être lié à pas mal de choses et notamment ça peut être également confondu avec le reflux gastro-œsophagien RGO dont je vous parle juste après. On a la problématique des ulcères qui sont une des complications en fait d'une atteinte de la muqueuse gastrique avec eh bien notamment la consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc ibuprofène, célécoxib, etc. Donc kétoprophène, bref, toutes ces molécules anti-inflammatoires qui vont bloquer eh bien finalement la COX-1 qui est l'enzyme que l'on va trouver dans l'estomac et qui va provoquer en fait ces différents troubles. Voilà, je mets de côté les ulcères, on peut développer. Et puis ensuite, on a, et ça c'est finalement le gros du problème, ce sont ce qu'on appelle les dyspepsies fonctionnelles et le reflux gastro-œsophagien. Donc c'est pas un trouble inflammatoire, on ne connaît pas l'origine, on va voir il y a différents facteurs aggravants, mais en fait on ne connaît pas véritablement l'origine de ces reflux gastro-œsophagiens ou de ces dyspepsies fonctionnelles. Et le problème, c'est que la fréquence est très élevée et que c'est bien ces troubles gastriques qui engendrent la plus grande consommation d'IPP notamment. Alors, je vous l'expliquais, autant on a peu de cancer de l'estomac en Europe et notamment en France et en Belgique, pourtant la prévalence du reflux gastro-œsophagien reste assez importante. 40% des Belges qui se plaignent de brûlures au moins une fois par mois, le reflux gastro-œsophagien qui touche, on va dire, entre 5 et 15% de la population belge et française. Bon, s'il y a des Suisses dans l'assistance, etc., vous irez voir pour chacun des pays la prévalence, mais globalement, elle va tourner à peu près aux alentours des mêmes pourcentages. Donc, la dyspepsie fonctionnelle, je vous rappelle que c'est une douleur, un inconfort, parfois des brûlures, des ballonnements, des nausées, des vomissements, des éructations, donc tous ces troubles digestifs avec ou sans douleur, mais en tout cas toujours avec un inconfort épigastrique important. On n'en connaît pas la cause et elle peut être parfois soulagée, parfois amplifiée en fait par la prise alimentaire. Ça, c'est extrêmement variable. Alors, il y a plein d'hypothèses, notamment une hypersensibilité viscérale. Vous savez que l'hypersensibilité, c'est un vrai sujet. On peut avoir très bien des organes qui sont plus sensibles et qui engendrent des douleurs, qui sont loin d'être psychosomatiques, qui sont bien réelles et qui peuvent être expliquées par des troubles du système nerveux, etc., etc. Ça peut être lié aussi à des problèmes de vitesse de transit. Je vais passer rapidement là-dessus. Le reflux gastro-œsophagien, c'est une sous-catégorie en fait des troubles gastriques qui peuvent être liés à un certain nombre de choses, notamment à des causes mécaniques.
les hernies hiatales. Vous savez, l'hernie hiatale, c'est quand on a une remontée en fait de l'estomac au-dessus du diaphragme. Ça engendre une petite ampoule et dans cette ampoule, évidemment, on a des aliments qui restent stockés. On a une sécrétion d'acide importante et ça provoque des brûlures d'estomac et un reflux gastro-œsophagien qui est associé. On peut avoir d'autres causes. Alors, je rentre pas dans les détails des causes des hernies hiatales. On peut avoir d'autres causes. Mais de manière générale, c'est une sensation de brûlure associée à des régurgitations acides. Ça peut être amplifié par un certain nombre de problèmes que je vais passer rapidement ici. Alors, même si on ne sait pas forcément d'où viennent les dyspepsies fonctionnelles, on sait qu'on a un certain nombre de facteurs qui sont aggravants, au premier rang duquel le stress. Vous savez que le stress, évidemment, a un effet sur le système orthosympathique. Par voie de conséquence, il va avoir tendance à perturber le système digestif et notamment, il va amplifier les brûlures d'estomac et les douleurs gastriques, les troubles du transit de manière générale également. On a les conséquences principales du stress sur la digestion, c'est brûlure d'estomac, RGO, et c'est accélération du transit, dysbiose intestinale. Ça, c'est les grands classiques, en fait, en tout cas en aigu ou d'un stress aigu. Ensuite, on a d'autres problématiques. La grossesse, je passe dessus, les femmes enceintes connaissent bien ça avec des brûlures d'estomac qui sont parfois très désagréables. L'obésité qui augmente le risque d'hyperacidité gastrique et de RGO. Là aussi parce qu'il y a trop d'aliments, trop gras, trop sucrés, trop d'allongement des vitesses de digestion. L'alcool, le café, le manque de mastication, voilà, les épices. Donc ça, c'est pour les causes alimentaires à proprement parler. La sédentarité, de manière générale, qui a un impact direct sur la vidange gastrique. Autant il ne faut pas faire de sport juste après avoir mangé, mais autant la sédentarité diminue la vitesse de vidange gastrique et augmente le risque de brûlure d'estomac. On a des problématiques génétiques également, notamment autour de la fabrication des mucines, ces fameuses glycoprotéines dont je vous parlais, qui vont engendrer derrière, ou qui vont pas engendrer, mais qui vont conférer une protection à la muqueuse gastrique et plus bas à la muqueuse intestinale. Et puis enfin, on a la prise de médicaments. Alors, j'ai parlé déjà des anti-inflammatoires non stéroïdiens, on a les inhibiteurs calciques, on a un certain nombre d'hormones, on a la progestérone, on a etc., etc. Donc, vous voyez qu'on a moult choses qui peuvent perturber la vidange gastrique, la vitesse du transit et abîmer, irriter, inflammer la muqueuse gastrique. Alors, une des premières choses que vous pouvez faire en cabinet, c'est essayer de travailler sur l'alimentation. Parce que on sait qu'une alimentation, on va dire plus... alors, je déteste parler d'alimentation équilibrée, mais en tout cas, je vais quand même l'utiliser pour une fois. Une alimentation équilibrée, vous voyez, c'est-à-dire moins de sucre, moins de graisse, plus de fibres, plus de végétaux, eh bien, mine de rien, ça a des effets très positifs sur l'estomac. Alors, on a des études qui viennent sous-tendre ces affirmations. Premièrement, une alimentation végétarienne réduit de moitié la fréquence des reflux. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les protéines animales, etc. chez tout le monde. C'est résultat d'études. Plus de végétaux, voire une alimentation végétarienne, eh bien, a un impact direct sur les reflux. Idem pour un repas riche en graisse, puisque plus le cardiaque se relâche, vous savez, le cardiaque, c'est ce qui est, c'est la jonction entre l'estomac et l'œsophage, se relâche et plus l'acidité dans l'estomac remonte dans l'œsophage. Donc évidemment, on a intérêt à réduire la quantité de graisse. On le voit bien d'ailleurs quand on a fait un gros repas, Noël approche, etc. C'est là où on va avoir, même si on n'a pas de problème digestif, être le plus susceptible d'avoir des problèmes au niveau de l'estomac et de reflux gastro-œsophagien.
Et puis, de manière générale, la sévérité des reflux est proportionnelle à la quantité de graisse animale consommée et inversement proportionnelle à la quantité de fibres consommées. Donc, vous voyez, mine de rien, avoir une alimentation plus végétale, j'enfonce des portes ouvertes, mais vous voyez que là encore, on a des preuves d'une amélioration simplement avec des choses très simples, rééquilibrer la part protéine animale sur protéine végétale, augmenter, végétaliser son alimentation, augmenter le pourcentage de fibres, ça a des effets qui sont extrêmement positifs. Et pas que sur le microbiote, vous voyez que dès l'estomac, on a des bénéfices. Le stress, bon, on en a parlé, donc bon là, je vais passer rapidement dessus parce que vous en avez tous conscience. Au-delà au-delà de la gêne et de l'inconfort qui est provoqué, vous savez que derrière, on a plein de problèmes métaboliques qui sont liés au stress, et notamment cette hyperacidité et ces troubles du transit, de manière générale, vont provoquer une fuite de magnésium. Donc le stress va engendrer un problème de magnésium, et on va le voir juste après. Si la réponse au stress ou une brûlure d'estomac provoquée par du stress, ce sont des IPP, vous allez enfoncer encore un peu plus le déficit en magnésium parce que le stress provoque une fuite urinaire du magnésium et parce que la prise d'IPP va diminuer l'absorption du magnésium au niveau de l'intestin. Voilà, donc plein de choses pour la gestion du stress. Je passe dessus, c'est pas le sujet, vous connaissez ça très bien. Et si vous voulez un webinaire sur le sujet, je me ferai un plaisir de vous en refaire. Voilà, donc traitement allopathique et micronutritionnel sur ces problèmes d'acidité gastrique. Eh bien, les traitements allopathiques classiques appartiennent à 3 catégories, je vais même réduire à 2 parce qu'il y en a une qui maintenant est interdite, les antagonistes des récepteurs H2 à l'histamine qui sont retirés du marché aussi bien en France qu'en Belgique. Mais on va trouver des antiacides qui, comme leur nom l'indique, sont des sels alcalins qui vont tamponner en fait l'acide chlorhydrique fabriqué par l'estomac. D'ailleurs, ce sont des nutriments aussi que l'on peut retrouver dans des compléments alimentaires. On va parler de Vitacide Optimal, vous le verrez, il y en a parce que à court terme, ça fonctionne plutôt bien. Et on va également avoir comme autre classe médicamenteuse les inhibiteurs de la pompe à protons ou IPP, qui sont très 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 couramment prescrits et qui s'achètent en vente libre. Alors je crois que c'est pas le cas en France, en tout cas c'est le cas en Belgique, donc à voir sur les différences géographiques, ça change pas en fait l'occurrence de consommation de ces médicaments. Et puis les traitements chirurgicaux, donc là c'est vraiment quand on a des patients qui souffrent de graves complications. Alors au niveau des mécanismes d'action, vous avez donc en fonction de la classe médicamenteuse trois grands mécanismes d'action. Le premier, c'est donc sur l'inhibiteur de la pompe à protons, comme son nom l'indique, ces molécules vont inhiber la protéine canal qui va être responsable de la sortie des protons de l'intérieur de la cellule pariétale vers la lumière gastrique. Alors, elle est couplée à une autre protéine qui fait sortir du potassium pour avoir un équilibre électrolytique, peu importe. Donc ça, c'est le premier mécanisme d'action. Le deuxième mécanisme d'action, c'est les anti-H2, donc l'histamine libérée par certaines cellules, les ECL, qui vont libérer de l'histamine, stimuler les cellules pariétales pour fabriquer en fait de l'acide chlorhydrique. Eh bien, on va bloquer en fait le récepteur H2 de l'histamine pour éviter de stimuler la libération et la fabrication d'acide chlorhydrique. Et puis, vous avez également donc des sels alcalins, ça figure pas en fait directement ici, mais qui vont tamponner le contenu de la lumière gastrique. Je rentre pas sur les autres classes médicamenteuses parce que ça n'a pas véritablement d'intérêt. Alors, pour mettre des noms de médicaments ou d'actifs sur ces mécanismes d'action, vous voyez que les sels alcalins, vous allez avoir des carbonates de calcium ou de magnésium. Alors ça, on trouve très fréquemment dans les compléments alimentaires. Des hydroxydes de magnésium, d'aluminium ou d'oxyde d'aluminium. Donc l'aluminium, en fait, c'est un métal
c'est un métal de transition qui est considéré comme toxique. Hein, ça appartient à la catégorie des métaux lourds. Donc en fait, interdit en complément alimentaire. Par contre, très répandu dans les antiacides bénéficiant d'une AMM, donc d'une autorisation de mise sur le marché. Hein. On peut citer le Malox, hein, le AL de Malox, c'est pour la présence d'hydroxyde d'aluminium. Et puis dans les IPP, vous allez retrouver le fameux oméprazole et puis tous ces dérivés génériques ou associés. Alors, vous avez aussi des solutions naturelles qui peuvent exister. Donc, chez Vitanutrix, on a sorti début d'année dernière, je crois, je sais plus trop. Quand on fait plein de bébés, on ne sait plus tous quand est-ce qu'ils sont nés. En tout cas, ça n'empêche que Vitacid Optimal, rencontre un vrai succès. Donc, c'est un produit, comme son nom l'indique, qui est un antiacide, ou en tout cas un produit destiné à avoir une acidité gastrique optimale, présenté sous forme de comprimés à sucer. Donc, vous sucez de 1 à 4 comprimés par jour en fonction du moment où vous avez une douleur. Alors ça peut être que 2, ça peut être même 6 si vraiment les douleurs gastriques sont transitoirement importantes. Hein, vous risquez pas de surdosage. C'est des produits c'est un produit qui est bon. C'est un arôme framboise citron naturel qui est plutôt sympa. Les indications, vous les comprenez, hein, brûlure d'estomac, reflux gastro-œsophagien, troubles digestifs postprandiaux et accompagnement du stress et éventuellement de l'acidose de bas grade. Et la composition, donc vous allez retrouver des sels antiacides type carbonate de calcium, carbonate de magnésium. Vous allez retrouver un certain nombre de plantes, notamment du pissenlit, qui est intéressant pour les dyspepsies. Des alginates qui ont aussi un effet tampon. J'ai pas détaillé en fait ce mécanisme d'action, mais ça va quelque part. L'alginate, donc vous savez, c'est un extrait d'algues brunes. Ces algues que vous voyez par exemple sur les récifs de Bretagne ou sur les rochers en Bretagne, hein, qui sont responsables donc ou en tout cas qui font des petites vésicules, et si vous les percez, vous voyez très bien en fait ces alginates, et qui vont avoir un effet un peu comme le mucus, un protecteur de la muqueuse gastrique. Mais la véritable innovation en fait de ce produit réside vraiment dans l'extrait de soja lactofermenté par une souche bactérienne bien particulière, Lactobacillus delbrueckii, qui va libérer ou qui va engendrer la présence de peptides, donc vous savez, des petits fragments protéiques qui vont avoir un effet signalétique sur la muqueuse gastrique. Alors ça, je vais vous passer ces points-là, je reviens avec plaisir dans la séance de questions pour vous expliquer en fait tout l'intérêt de ces peptides. Mais ces peptides vont notamment avoir un effet direct sur l'inhibition de la libération d'interleukine 8, qui est une cytokine pro-inflammatoire libérée par la muqueuse gastrique, et donc qui va favoriser la réparation de la muqueuse. Après, ces peptides de soja fermenté vont avoir d'autres rôles, notamment sur l'inhibition de la synthèse de l'acide chlorhydrique, un peu comme un IPP-like, si vous voulez. Mais vous comprenez que l'objectif, c'est pas simplement de tamponner l'acidité, c'est véritablement d'avoir une action, je dirais, un peu proactive sur la cicatrisation de la muqueuse gastrique. Et ça, c'est fondamental parce que, mine de rien, un IPP, comme un antiacide classique, un carbonate, un hydroxyde, etc., ont un effet tampon. Alors, ok, mais cet effet tampon, vous comprenez que ils ne soignent pas la muqueuse en elle-même. Ils vont simplement diminuer les attaques acides au niveau de la muqueuse gastrique en espérant que la diminution de cette attaque acide laisse le temps à la muqueuse de diminuer son inflammation et de se régénérer, de se réparer. Là, vous voyez que l'objectif, ça va vraiment être de réduire l'inflammation pour permettre la réparation véritablement de cette muqueuse gastrique de manière beaucoup plus rapide pour avoir un effet beaucoup plus durable. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, je vous remets globalement les effets ici ou le mécanisme d'action combiné du Vitacid Optimal. Vous retrouvez un effet tampon, vous retrouvez indirectement un effet
IPP ou anti-H2, j'aime pas bien ces terminologies parce que c'est des mécanismes d'action qui sont évidemment problématiques. On a pu le voir avec beaucoup d'effets secondaires comme on va pouvoir l'aborder derrière. Mais en tout cas, on va limiter et diminuer la sécrétion d'acide et également la présence d'alginate qui va avoir cet effet tampon. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne sur des troubles fonctionnels chroniques. Ici, on était chez des patients qui avaient des ulcères d'estomac et on voit que, eh bien, on a une diminution chez un grand nombre de patients des problématiques associées et des troubles fonctionnels associés aux ulcères d'estomac, notamment sur la sensation de brûlure, vous voyez que c'est très significatif, ou sur les douleurs d'estomac. Et on a également un effet à beaucoup plus court terme. Donc, vous voyez qu'ici, on a des patients qui souffrent de symptômes de gastrite et de troubles et d'autres troubles liés à la dyspepsie fonctionnelle. Et vous voyez que là encore, on a un soulagement qui est très rapide puisque plus de 80% des patients sont soulagés après 15 minutes de prise. Voilà, on a d'autres éléments avec un effet sur interleukine 8 ou TNF-alpha pour expliquer ces qualités ces propriétés de réparation de la muqueuse gastrique. Alors, ok, très bien, mais donc il existe des solutions naturelles et ça c'est plutôt chouette et des solutions naturelles qui sont efficaces, mais finalement, pourquoi changer? Pourquoi essayer de substituer des molécules, les IPP, qui sont efficaces? Parce que on ne peut pas leur enlever cette vertu, c'est qu'effectivement, les inhibiteurs de la pompe à protons, s'ils sont si consommés, c'est qu'ils ont une efficacité en fait à court terme. Et une des raisons principales, ce sont les effets secondaires et les effets à long terme qui sont très importants et qui peuvent être très délétères au niveau des IPP. Donc déjà, un problème, c'est l'augmentation de la consommation de ces molécules. Vous voyez ici, on a une étude qui date de 2016 qui recense la progression de la consommation des IPP en Europe entre 2000 et 2014. Vous voyez que c'est faramineux. On a une augmentation très forte et dans tous les pays de la consommation des IPP. Donc, si on prend des chiffres officiels, vous voyez, un Belge sur 6 a consommé des IPP en 2020, ce qui devrait augmenter avec le retrait des antiacides. Or, le véritable problème, c'est pas tant une prise ponctuelle. Je prends un exemple. Vous avez un torticolis énorme, vous avez une sciatique énorme, vous êtes obligé de prendre des anti-inflammatoires haute dose. Ok ? Pour éviter d'avoir des douleurs d'estomac fortes, on va vous conseiller, on va vous prescrire un oméprazole ou un IPP générique à côté. Bon, très bien. Normalement, au bout de 7 jours, 10 jours, vous arrêtez l'anti-inflammatoire. Donc, vous arrêtez en fait également l'IPP. Dans ce cas de figure, bon, c'est critiquable. Je veux bien qu'on en discute dans la séance de questions-réponses, mais en tout cas, on est sur une prescription qui respecte l'AMM et qui globalement est assez circoncise dans le temps. Le problème, c'est que les IPP ne sont pas du tout consommés dans la pratique de cette manière. En fait, ils sont consommés en continu. Donc déjà, on a 14% des patients qui recevraient des IPP dans une indication validée. Et voilà, on a plein de raisons pour lesquelles on va donner des IPP. Des préventions de lésions hémorragiques, des symptômes ORL, des troubles chroniques, par exemple du stress, de l'anxiété qui vont engendrer en fait ces problèmes. Et là, on a en fait des prises qui sont continues d'IPP. Et ça, c'est très problématique parce que on a non seulement des effets secondaires, mais également des conséquences métaboliques. Alors, pour essayer de vous les résumer, on s'est appuyé parce que j'ai eu de l'aide pour monter cette conférence et je tiens à remercier au passage Sophie Tellier, si un jour elle tombe pharmacienne à Bruxelles et à Woluwe qui regarde cette conférence. En tout cas, elle a fait un travail bibliographique remarquable.
que nous avons synthétisé ici sur cette diapo, des effets secondaires qui sont fréquents, diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales, éruptions cutanées, maux de tête, etc., etc. On a une problématique juste à l'arrêt qui est un effet rebond, je vous montre ça juste sur la diapo d'après. Et puis on a des effets secondaires qui sont plus rares, mais beaucoup plus graves. Donc les néphropathies, je ne vais pas les détailler, le risque d'infection gastro-intestinale à Clostridium difficile, ça c'est notamment lié au fait que l'acidité gastrique, vous vous souvenez, a un rôle antibactérien, bactéricide, et que l'on va perdre en partie avec la consommation des IPP. Par ailleurs, ça va modifier le pH du tractus digestif et tout ça va engendrer des conditions qui sont favorables au développement de cette bactérie pathogène. On va avoir une augmentation des fractures ostéoporotiques, principalement par déficit d'absorption du calcium, du magnésium et d'autres oligo-éléments. On a un risque accru d'infection pulmonaire et respiratoire. On a un risque augmenté également de lupus. Et puis, au niveau des conséquences métaboliques, on en a plusieurs. Une digestion incomplète des aliments, ça va provoquer, à contrario, en fait, de l'hypochloridrie gastrique. Et ça, c'est problématique parce que derrière, on digère moins bien. J'espère avoir un petit temps pour vous dire ça, avec des conséquences immunitaires qui sont importantes, des carences micronutritionnelles. Ça peut engendrer l'augmentation du risque de SIBO. Alors, il n'y a pas de consensus là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a certaines études qui disent que oui, ça pourrait augmenter, d'autres qui disent que non, ça pourrait ne pas augmenter. Enfin, de vous à moi, dès lors où on va perdre cet effet en fait antimicrobien des sucs gastriques et dès qu'on va modifier et augmenter le pH du grêle, obligatoirement, vous allez avoir des conditions qui vont être plus favorables au développement bactérien. Et donc, même si on n'en a pas la certitude d'un point de vue scientifique, en tout cas, d'un point de vue raisonnement, ça paraît quand même assez logique de se dire, tiens, quand il y a un SIBO, est-ce qu'il n'y a pas eu ou est-ce qu'il n'y a pas une consommation d'IPP qui est trop importante? Et puis, des conséquences que vous connaissez bien, notamment sur le microbiote de putréfaction qui va engendrer plein de problèmes au niveau donc du microbiote intestinal, avec des ballonnements, avec des problèmes d'absorption, avec des problèmes d'hypersensibilité, d'intolérance alimentaire, qui va favoriser des maladies auto-immunes, etc., etc. En fait, j'ai pas le temps ici de vous le développer, mais quand je vous disais en introduction, souvenez-vous que tous les problèmes que l'on a en partie basse du tractus digestif, en fait, une fois sur deux, pour pas dire 3 fois sur 4, l'origine est en partie haute, eh bien vous en avez ici une des conséquences. Et puis enfin, il y a tous les problèmes de malabsorption. Les problèmes d'assimilation, d'absorption sont 9 fois sur 10 liés à des problèmes de solubilité qui eux-mêmes sont conditionnés par le pH. Vous avez un pH qui est relativement acide, alors les oligo-éléments, les vitamines sont solubilisés et relativement bien absorbés. Dès que vous avez un pH qui est trop alcalin, ce qui se passe quand vous prenez des antiacides, eh bien, vous avez des problèmes de précipitation et donc des problèmes de malabsorption. Alors, je fais un petit focus sur ce que je vous expliquais ou ce que j'ai vaguement ou succinctement ou rapidement évoqué, les effets rebonds. L'effet rebond, ça a commencé à être décrit en 1999 et puis après, il y a eu plein d'autres publications. Notamment, je prends une des dernières, vous voyez, 2009, un essai randomisé en double aveugle, 120 volontaires, ils prennent 40 mg par jour d'ésoméprazole, qui est une dose normale, je dirais, ni haute ni basse. Généralement, c'est entre 20 et 40 mg les doses d'IPP qui sont conseillées. Et ce que l'on peut observer, c'est qu'à l'arrêt du traitement, après 8 semaines, on observe en fait une hyperacidité qui est supérieure à celle qui précédait le traitement. C'est-à-dire que, en fait, les patients ont un syndrome ou un phénomène de réflexe où leurs pompes à protons, comme elles étaient très inhibées, se sont probablement multipliées,
j'ai pas de certitude là-dessus d'un point de vue physiologique, mais en fait, quand vous arrêtez l'inhibiteur, eh bien, vous avez une sécrétion d'acide qui est beaucoup plus importante et qui engendre des problèmes qui sont pires qu'avant. Donc, vous voyez vraiment, vous faites attention. Et là, on n'est qu'à 8 semaines. Donc, vous imaginez, quand on a une prise chronique, ça devient quasiment impossible ensuite de s'arrêter sans avoir des problèmes digestifs et d'hyperacidité. Alors, un petit mot sur les conséquences métaboliques. Je vais aller rapidement là-dessus, parce que c'est un sujet dans le sujet. Mais vous savez, et pour résumer finalement les vertus de la digestion, c'est transformer des molécules complexes, triglycérides, protéines, glucides. On va surtout focaliser sur les protéines ici dans ce webinaire et dans cette partie, en molécules simples, des acides aminés, des dipeptides, des tripeptides qui sont assimilables. Une des conséquences de la digestion, au-delà du fait de rendre des molécules complexes simples et assimilables, c'est les conséquences au niveau du système immunitaire. En effet, quand vous avez une protéine qui est intacte ou qui est encore de taille suffisamment importante, vous pouvez avoir une réaction du système immunitaire, c'est-à-dire que ces protéines sont immunogènes. Je peux vous citer le gluten, la caséine, la bêta-lactoglobuline, qui sont des protéines classiques, la caséine, qui sont des protéines classiques, je l'ai déjà cité, de l'alimentation. Et quand vous digérez ces protéines, en fait, vous libérez des acides aminés qui n'ont plus de capacité de stimulation du système immunitaire. Or, si la digestion est incomplète, eh bien, vous comprenez que potentiellement, dans notre tractus digestif intestin grêle, gros intestin, il peut subsister des protéines mal digérées, de par la prise d'IPP entre autres, ou d'une hypochloridrie gastrique, et ça va engendrer une réaction potentielle du système immunitaire, surtout si vous le couplez avec un leaky gut, sachant que le leaky gut peut lui-même être provoqué par cette mauvaise digestion, la présence de protéines qui vont avoir un effet inflammatoire et vous créer un cercle vicieux et auto-entretenu. Donc ça, c'est vraiment une problématique. Vous voyez que derrière la prise de ces IPP, on a des conséquences immunitaires et de déséquilibre du système immunitaire avec des surréactions potentielles du système immunitaire. Alors, je vous passe tout ça, mais je vous rappelle que, mine de rien, digérer des protéines, c'est ce qui est le plus dur. Ça fait intervenir plusieurs organes et surtout, ces protéines sont particulièrement sensibles au pH. Je vous passe tout ça, je reviendrai dessus éventuellement. Mais voyez que on a besoin d'avoir un pH optimal pour digérer correctement des protéines. Vous voyez ici, on a l'exemple de la lactase, pH optimal 5,5. C'est sûr que si vous n'avez pas un pH optimal dans le tractus digestif et si notamment les sucs pancréatiques qui sont alcalins ne sont pas compensés ou tamponné avec une acidité gastrique suffisante, puisqu'en sortie d'estomac, vous êtes aux alentours d'un pH qui est voisin de 1 à 2, eh bien, vous allez avoir un pH résultant dans le duodénum et dans le grêle qui va être trop important, donc supérieur à 6,5, et à partir de là, vous avez des mauvaises digestions, vous avez de la précipitation de minéraux et vous avez de manière générale une moins bonne digestion et une moins bonne absorption. Donc voilà, les conséquences d'une insuffisance digestive, tout ça, je vous les ai déjà présentées puisque c'est indirectement les conséquences de la prise d'IPP à long terme. Alors vous voyez que tout ça c'est très bien documenté. Je vous ai mis quelques études ici sur la vitamine B12 avec une réduction des taux circulants de B12 chez 46% des patientes sur la première étude. Le magnésium, je vais d'ailleurs vous en parler, s'il y a bien un réflexe à avoir, c'est quand il y a des IPP, si vous ne pouvez pas arrêter les IPP, compensez au moins avec un conseil de magnésium. Donc ici, une étude 421 patients, un très fort corrélation entre
le niveau de magnésium, la survenue d'événements cardiovasculaires, puisque vous savez que le problème d'un déficit en magnésium, c'est des troubles cardiovasculaires, au niveau cardiovasculaire j'entends, hypertension artérielle, troubles du rythme, etc., et notamment une augmentation des arythmies. Donc là aussi, c'est bien décrit dans ces études, et voilà, et vous avez une énorme méta-analyse ou études parapluie, 16 études cliniques, plus de 130 000 patients, et on a une corrélation directe entre la dose d'IPP et l'hypomagnésie. Alors comme je vais vous parler du vitamagnésium forte et qu'on va reparler du glycérophosphate et des bisglycinates, je vais vous reparler en fait des conséquences et de ces problèmes de précipitation et d'absorption. Mais on a d'autres oligo-éléments qui sont impactés, le fer, le zinc, le calcium, qui voient leur absorption qui est fortement diminuée. Alors, il me manque une petite diapo de transition, peu importe. En fait, je viens de vous l'expliquer. Une des conséquences très fortes, je vous l'expliquais de la consommation d'IPP, c'est une modification du pH qui entraîne une diminution du taux de magnésium et qui provoque une carence en magnésium. J'avais une donnée à vous montrer, peu importe, j'ai zappé la diapo. En tout cas, vraiment, il faut à minima essayer de compenser les pertes en magnésium. Alors, a fortiori, s'il y a du stress, a fortiori s'il y a une alimentation qui est déficitaire en aliments riches en magnésium. Et donc là, le produit en fait qui est tout indiqué, c'est Vitamagnésium forte. Donc ce produit se présente sous forme de comprimé. Assez facile de doser en fait le produit puisque vous avez 100 mg de magnésium élément par comprimé. Donc moi, mes recommandations, elles sont généralement entre 200 et 600 mg de magnésium. C'est extrêmement variable. On sait très bien que ça dépend très fortement de l'activité physique du patient, de la prise de médicaments, de son niveau de sport, de la consommation d'alcool et de la consommation d'IPP. Globalement, c'est les 5 paramètres et le niveau de stress. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais c'est les 5 paramètres qui définissent votre statut en magnésium. Et donc, il y a des patients qui peuvent avoir besoin du simple au triple en termes d'apport en magnésium. Donc, vous voyez que c'est pas simplement Vitamagnésium forte, c'est pas simplement un produit qui apporte du magnésium, mais également un certain nombre de vitamines du groupe B, du zinc et de la taurine. La taurine qui contribue à l'absorption cellulaire du magnésium, le zinc qui est fondamental dans la régulation de l'acidose, qui là encore est une problématique importante pour l'absorption et pour le statut magnésien. Alors les recommandations classiques du magnésium, fatigue psychique, nerveuse, musculaire, stress, concentration. Bon, mais la force de ce produit, parce que je ne vais pas vous passer des heures sur le magnésium, vous connaissez tous par cœur en fait le magnésium, sa force réside, c'est dans l'autre sens que ça se passe, sa force réside dans l'association de 3 sources de magnésium qui sont pertinentes. Alors ça sert à rien d'en mettre 4 ou 5, ce qu'il faut choisir, c'est principalement les bonnes. Ici, vous avez du citrate de magnésium qui est relativement bien absorbé et qui est intéressant parce qu'il a un rôle désacidifiant. Donc, ça peut être intéressant chez un sportif, mais vous voyez que ça peut être très intéressant aussi chez une personne stressée avec derrière des problèmes d'hyperacidité gastrique. Ah oui, je fais une petite aparté parce que je le traite pas en fait dans ce webinaire, mais ok, pourquoi est-ce que finalement on a du reflux gastro-œsophagien? Mais ça peut très bien être parce qu'on a une acidose de bas grade. Une acidose de bas grade, c'est-à-dire un trop-plein de protons, un trop-plein d'acide au niveau des tissus conjonctifs, des liquides interstitiels. Et donc, pour éliminer ces excès d'acide, vous savez que normalement, on a 2 émonctoires principaux, le poumon principalement et dans une moindre mesure le rein. Sauf que quand ces émonctoires sont dépassés, eh bien, on va compenser avec un certain nombre d'émonctoires annexes, notamment les glandes salivaires et notamment la pompe à protons qui va nous permettre d'évacuer ces protons pour les remettre en fait dans la lumière du tractus digestif. Donc là aussi, c'est très important.
s'il y a du stress, s'il y a une sédentarité importante ou s'il y a un excès de sport ou beaucoup de sport, eh bien tout ça peut contribuer à l'acidification des tissus et augmenter, favoriser en fait l'hyperacidité gastrique. Donc le citrate est très intéressant parce qu'il a un rôle désacidifiant, notamment au niveau musculaire, mais pas que. Donc voilà, citrate de magnésium, c'est le premier. Le second, c'est le glycérophosphate de magnésium. Alors, permettez-moi de rétablir une petite vérité ou contre-vérité ou problème de déformation. Le glycérophosphate, c'est probablement le sel de magnésium qui est le mieux absorbé. Pourquoi je dis probablement? Parce qu'on a énormément de mal à faire des études de biodisponibilité sur du magnésium. Vous savez que le magnésium sanguin est très peu représentatif du statut en magnésium et c'est tellement transitoire que c'est très difficile de faire une pharmacocinétique sur le magnésium. Les seules études pertinentes que l'on a finalement pour comparer différents sels, c'est pas sur le magnésium qu'on les fait généralement, c'est sur le calcium. Et en fait, on peut trouver du citrate de calcium, du glycérophosphate de calcium, du bisglycinate de calcium, etc., des oxydes de calcium. Et souvent, pour faire des études de pharmacocinétique pertinentes, il faut passer par le modèle calcium plutôt que le modèle magnésium. Bref, je ferme la parenthèse méthodologique. Je reviens sur mon glycéro. On peut lire plein de trucs, notamment qu'il a une partie ou qu'il est plus liposoluble ou que sais-je. C'est faux. En fait, le glycérophosphate, c'est tout l'inverse. C'est justement parce qu'il est ultra hydrosoluble qu'il est bien assimilé. Et ça, si vous avez du glycérophosphate de calcium, de magnésium, pardon, de belle qualité, c'est-à-dire pur et qui vient d'une origine européenne, vous en prenez, vous le mettez dans l'eau, vous allez voir, c'est le seul sel de magnésium qui se dissout immédiatement. Et en l'occurrence, non seulement il est très soluble, ce qui explique sa très bonne assimilation, mais en plus, il est très peu sensible au pH. Et ce qui veut dire que peu importe les variations de pH au niveau intestinal, vous allez avoir une très bonne assimilation du glycérophosphate de calcium et ici du glycérophosphate de magnésium. Je ne me suis pas trompé, c'est bien du magnésium qu'on a dans le Vitamagnésium Forte, mais vous avez compris que bien souvent, on fait une analogie entre magnésium et calcium pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'absorption des sels de magnésium. Et puis on termine par le bisglycinate. Alors le bisglycinate est très intéressant parce qu'il a une assimilation retardée. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, le magnésium est piégé entre deux glycines et là on va avoir une absorption au niveau du récepteur aux acides aminés et on va avoir une action qui va être retardée et prolongée. Hyper intéressant. Quand notamment on a des problèmes de crampes nocturnes ou quand on a un déficit chronique de magnésium. Voilà, j'ai passé un peu de temps dessus, mais en fait, vous voyez qu'on parle des IPP, on parle d'une perturbation du pH, et en l'occurrence, cette perturbation du pH, elle va engendrer une problématique d'absorption. Vous voyez que ces trois sels répondent exactement à cette problématique de consommation des IPP et de perturbation du pH. Le citrate par son côté désacidifiant, le glycérophosphate par sa non-sensibilité ou sa faible sensibilité au pH et le bisglycinate qui lui s'en fiche parce que de toute façon, il va passer par un autre récepteur. Bon voilà, j'avais des études ici sur le calcium. Je vais vous le passer. Vous voyez qu'en orange, vous voyez bien que le glycéro, même à pH 9, il est encore soluble. Et on a toujours, alors 9 c'est de la modélisation, on est sur du in vitro, mais vous voyez que ici on est sur une absorption qui est particulièrement bonne. Je vais accélérer un petit peu parce que je veux vous laisser du temps de parole et je veux pas vous perdre si vous reprenez à 14 heures vos consultations. Mais voyez ici que on a des preuves aussi que les IPP engendrent des dysbioses, donc des déséquilibres du microbiote avec plein de conséquences. On a cité les conséquences cardiovasculaires. J'aurais pu vous mettre aussi une diapo sur l'augmentation de la mortalité globale. C'est très bien documenté. Voilà. Et en fait, contrairement à une idée reçue que les IPP apportent plein de... parce qu'en fait, dans le monde médical,
on est persuadé, ou certains sont persuadés que les IPP ont des effets protecteurs et sont même des molécules qu'on pourrait consommer en fait à long terme parce que elles contribuent, elles ont un rôle préventif. En fait, toutes les nouvelles études montrent exactement l'inverse, avec une augmentation notamment du risque de cancer gastrique multiplié par 4, hein, donc c'est quand même pas du tout anodin. Pour les problèmes de dysbiose, on a le Vitabiotique Confort. Je ne vais pas vous détailler ce produit. Sachez que comme tous les probiotiques de chez Vitanutrix, ce produit bénéficie d'une double encapsulation qui permet vraiment de protéger au niveau de la muqueuse, au niveau de l'estomac, mais également au niveau du grêle, pour vraiment avoir une libération, une délivrance en fait du probiotique dans le côlon et pas avant. Une seule gélule par jour, c'est 10 milliards de bactéries. On a des souches qui sont toutes brevetées, toutes micro-encapsulées, et on a un extrait de mauve sauvage titré en polysaccharides, notamment pour diminuer les irritations au niveau de la muqueuse intestinale cette fois-ci. Donc je suis un peu en marge, hein. Vous voyez que l'objectif c'est traiter les conséquences d'une prise d'IPP et notamment une dysbiose. Eh bien, Vitabiotique Confort est tout à fait indiqué pour ces problématiques. Voilà, la technologie double caps, c'est vraiment hyper important, hein. Ça permet d'avoir une protection quasi totale des bactéries par rapport à son homologue non micro-encapsulé. Vous voyez que ici, sur une même souche, on a 5 fois plus de survie dans le côlon que sur la même souche non micro-encapsulée. Et si on vous dit que les bactéries sont insensibles ou que les bactéries qui sont sélectionnées dans tel ou tel probiotique sont insensibles au pH, alors ça, demandez les études de stabilité parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On a toujours une destruction partielle, je vous le disais, entre 20 et 80% des bactéries au niveau de l'estomac. Hors protection avec une gélule gastro-résistante ou des choses comme ça. Voilà, donc plein de choses intéressantes sur le Vitabiotique Confort et ses effets sur le microbiote, sur la régulation du microbiote, sur les troubles du transit qui peuvent être associés. Souvent, c'est des constipations, hein. Quand vous savez, d'ailleurs, les enfants, enfin les bébés, les nourrissons, comme ils ont beaucoup de reflux gastro-œsophagien, on leur donne des antiacides et des anti-reflux. Et une des conséquences, c'est la constipation. Si vous avez un patient qui prend des IPP et qui est constipé, vous pouvez être sûr que la constipation, elle est liée à une mauvaise digestion des protéines et elle est liée à la prise d'IPP. Vous arrêtez les IPP, les problèmes de constipation, 9 fois sur 10 vont rentrer dans l'ordre. Voilà, en conclusion, n'oubliez pas les mesures hygiéno-diététiques pour les patients qui prennent des IPP. Donc, savoir éviter les aliments qui sont déclencheurs du RGO ou de l'hyperacidité. Je vous ai passé une diapo là-dessus, hein, le café, le jus d'orange, les aliments trop gras, etc. Je reviens pas dessus, vous les connaissez. Réduisez la taille des repas. Parce que ça facilite, ça diminue le temps de séjour au niveau gastrique et ça facilite les choses, hein, des petits repas fractionnés. C'est d'ailleurs, je vous parlais des gens qui sont en chirurgie bariatrique, hein, c'est ce qu'on leur conseille, ou quand il y a eu une opération au niveau du tractus digestif, c'est la recommandation qui est faite. Réduire la consommation de graisses et de protéines animales. Donc je vous rappelle que c'est pas simplement le steak, hein, c'est aussi la charcuterie, les fromages, etc., etc. Et puis augmenter la consommation de fruits et légumes, notamment parce que les fibres et notamment les fibres solubles, type les pectines et choses comme ça, vont avoir un effet là aussi un peu comme les alginates, un protecteur de la muqueuse gastrique. N'oubliez pas également le magnésium, le potassium qui vont être importants parce qu'ils ont un effet antiacide, mais également parce que ils vont être importants, alors au niveau local, du tractus digestif, mais aussi de manière générale, parce qu'ils vont agir au niveau rénal en favorisant l'élimination des acides et des excès d'acides. Éviter l'alcool et le tabac, perdre du poids, diminuer le stress.
Bon, plus facile à écrire qu'à faire, mais bon, peu importe, c'est un autre sujet. Et manger dans le calme et avoir un moment de calme après le repas. N'oubliez pas que l'ortho sympathique est l'ennemi de la digestion et l'ami de l'hyperacidité gastrique. Donc vraiment, il faut se ménager du temps. Ne mangez pas devant vos ordinateurs. Ne mangez pas un sandwich à la va-vite entre deux consultations. Prenez du temps. Là aussi, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je vous donne des conseils que je ne m'applique pas à moi-même. Mais vous m'aurez tous très bien compris. Bon. Pour terminer, voilà ma petite sélection de produits que vous pouvez associer à des IPP. Donc, idéalement, je vous rappelle, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, c'est une erreur. Idéalement, vous travaillez avec Vitacid Optimal, d'accord? Quelques comprimés à sucer, c'est pratique, c'est efficace, ça marche très bien, même sur du long terme, et c'est vraiment la voie principale pour cicatriser la muqueuse gastrique. Donc vraiment, Vitacid Optimal, il n'est pas sur la diapo, mais c'est vraiment en fait la première indication. À côté de ça, si vous avez des patients qui sont sous IPP, qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, ou que vous ne voulez pas à qui vous ne voulez pas conseiller d'arrêter les IPP parce que c'est une prescription médicale et que vous ne voulez pas aller à contrario, alors s'il vous plaît, essayez de travailler sur les à côté, notamment sur une complémentation quasi systématique en magnésium, parce que vous l'avez compris, on augmente le déficit en magnésium et on amplifie le problème en fait à long terme. Donc 200, 400, moi je monte parfois 600 mg de magnésium voilà, en conseil ponctuel hein, sur une semaine, 10 jours, pour vraiment remonter le stock de magnésium. Donc ça, c'est quand vraiment il y a un facteur de risque important, ou quand vraiment il y a des problèmes de crampes importants, de nervosité, d'anxiété importante, d'hyperalgie, hein, l'hypersensibilité à la douleur. Là aussi, faut bombarder en magnésium. Une prise systématique de probiotiques pour éviter la flore de putréfaction, la constipation et tous les problèmes de leaky gut qui peuvent être associés. Vous surveillez bien les taux de calcium, B12, fer notamment, et vous supplémentez s'il y a des personnes à risque, donc Vitasynergie éventuellement, Vitacalcium qui est un glycérophosphate de calcium. Il y a très peu de sociétés qui proposent du glycérophosphate de calcium et on fait tout un travail autour du magnésium, mais en fait il faut faire le même travail autour du calcium, même si on est d'accord que son importance et l'importance de son déficit est beaucoup plus chronique et beaucoup moins fonctionnelle. Et puis maintenir l'intégrité de la paroi intestinale, ça peut être de la glutamine que vous trouvez en unitaire chez Vitanutrix, ça peut être du zinc que vous trouvez sous forme de glycérophosphate, de bisglycinate de zinc en unitaire chez Vitanutrix, ça peut être de la D3 aussi pour les conséquences immunitaires. Et n'oubliez pas que si les IPP se prennent à court terme, si ce n'est pas le cas, alors il faut essayer de prendre en considération et en charge les problèmes chroniques. Voilà, je suis désolé, j'ai peut-être été un peu long. Si vous voulez aller plus loin, vous avez toujours le site internet Vitanutrix, vos délégués préférés à qui je fais un clin d'œil parce que je pense qu'ils regarderont le replay s'ils ne sont pas en live. Et Solène, je te laisse la parole parce que j'ai déjà enfoncé très largement mon temps de parole. Pas de souci, merci Ludovic, toujours très intéressant, hyper complet. Je te laisse regarder un peu la rubrique questions, du coup, le temps que je donne quelques mots sur la plateforme Simplicure. Pour les participants qui connaissent déjà la plateforme, vous pouvez aussi aller dans la rubrique questions, regarder un petit peu et éventuellement voter pour les questions que vous trouvez très pertinentes. Donc, pour rappel, le webinaire était proposé par la plateforme Simplicure, donc en association avec Vitanutrix, laboratoire que l'on retrouve sur cette plateforme. Et comme le disait au départ Ludovic, donc l'idée de la plateforme, c'est vraiment de centraliser, de regrouper une 50aine de laboratoires pour vous permettre en fait de faire des recommandations de compléments alimentaires à vos patients de manière plus simplifiée. Pour que ce soit un peu plus pertinent, je vous partage mon écran et je vous montre comment ça fonctionne. Donc, nous voici sur l'interface Simplicure. C'est une plateforme qui est vraiment dédiée aux professionnels, donc vos patients n'auront pas d'accès à cet outil. Pour créer une recommandation, ça va être assez simple et je vais vous montrer. Donc, première étape, ce sera toujours de sélectionner un patient à qui vous souhaitez envoyer la recommandation. Donc là, on va faire un petit test. Et après, vous allez pouvoir ajouter des produits. Donc, l'idée, c'est de pouvoir associer éventuellement des produits de différents laboratoires. Donc, pour être cohérent quand même avec le thème du jour, on va partir sur une recommandation, un protocole
associés aux IPP. Donc, on va aller dans le laboratoire Vitanutrix. Et puis, on va pouvoir, par exemple, commencer par le magnésium dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez toujours accès à une fiche produit, donc vous retrouverez les informations des produits à chaque fois sur la plateforme. Un descriptif du produit, bien sûr, la formulation. Donc, on vous donne toujours la formulation pour un comprimé. Après, vous remarquerez que les tableaux sont dynamiques. Si on veut, par exemple, suivre la posologie indiquée par Ludovic et passer à 4 par jour, on peut tout à fait. Et posologie, conseil d'utilisation. Vous ajoutez ensuite le produit à la recommandation du patient si ça vous convient. Et puis, si on veut continuer, par exemple, dans la thématique du jour, vous allez pouvoir associer le Vitacide optimal, par exemple. Et puis, si on veut ajouter aussi les probiotiques, donc on va pouvoir ajouter le Vitabiotique Confort. Hop. Donc, de cette manière, vous allez pouvoir ajouter différents produits et ensuite changer, si vous le souhaitez, les instructions de prise. Vous pouvez mettre des notes également. Tout sera bien reçu par votre patient avec sa recommandation digitale et papier. Une fois que tout est bon, vous n'avez qu'à cliquer sur « Envoyer » en bas à droite. Et dès que vous avez cliqué sur « Envoyer », votre patient vient de recevoir un mail avec sa recommandation. Hop. Et donc, ça se présente comme ceci. Donc là, c'est sa petite recommandation digitale. Et il peut directement, en fait, passer commande et recevoir les produits chez lui. Donc, c'est sous 1 à 3 jours au niveau de la livraison. Donc, l'idée de vous montrer ça, c'était de vous montrer à quel point c'est simple de faire une recommandation. Et puis, pour vos patients, pour vos consultants, pour vos clients, c'est bien sûr très simple de faire la commande par la suite. Une 50aine de laboratoires de disponibles, dont Vitanutrix. Et puis, surtout, c'est une plateforme qui est entièrement gratuite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Je vais vous remettre dans le chat le petit lien pour l'inscription. On vous fera ensuite une petite présentation. Et on propose aussi beaucoup de webinaires, donc de formations pour les prochains rendez-vous. Donc, on a un webinaire avec Equinutri la semaine prochaine où on va parler un peu de la thyroïde. Et la semaine d'après, ce sera avec Nutergia sur le stress. On a parlé un petit peu aujourd'hui aussi. Donc, je vous remets le lien ici dans le chat. Et sans plus attendre, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, on va passer à toutes les questions. Alors, je vais regarder du coup éventuellement celles où on a eu le plus de votes. Alors, comment aider au niveau nutritionnel et par une approche holistique un patient sous IPP depuis des années afin d'éviter cet effet rebond? On en a parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux peut-être récapituler? Oui. Donc, on peut faire effectivement, parlons de produit Vitanutrix, un Vitacide optimal. Ça, c'est intéressant parce qu'on va avoir un effet, vous l'avez compris, symptomatique à court terme qui est efficace. On va aussi avoir un effet à long terme sur la cicatrisation de la muqueuse gastrique. Mais derrière, ça peut être très intéressant d'essayer de lutter contre cette acidose de bas grade. C'est vrai que je l'ai traité en fait très succinctement, mais à un moment donné, s'il y a une hyperacidité gastrique, il faut se poser la question des causes profondes. Alors, elle peut être mécanique, une hernie hiatale, elle peut être liée au stress, et donc là, on rentre dans un protocole de gestion du stress, mais elle peut être liée à une acidose de bas grade, c'est-à-dire une accumulation ou un excès d'acide en fait au niveau des tissus conjonctifs. Chez Vitanutrix, le produit de référence, c'est Vitabase 7.4 qui permet effectivement de corriger ces déséquilibres du pH, qui encore une fois sont difficiles à diagnostiquer ou à mettre en évidence plus exactement. Enfin, ceux qui connaissent bien le sujet, vous avez généralement l'œil, mais vous avez des petites techniques. Mais voilà peut-être les trois grands volets, hein, la sphère locale, et ensuite, une fois qu'on a identifié la cause, stress ou acidose essayer de la prendre en charge. Ok. Alors, les peptides de soja fermentés peuvent-ils être pris en même temps que les IPP et ou les antibiotiques? Oui, sans problème. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. On va avoir un effet, des mécanismes d'action qui sont différents, hein, qui sont signalétiques au niveau des cellules. Ça se fixe pas sur la même protéine, donc sur la pompe à protons en l'occurrence, donc aucun problème. Il n'y a pas de contre-indication à une prise concomitante. Parfait. C'est d'ailleurs potentiellement une voie de sevrage, hein, c'est d'équilibrer un peu les deux. Je vous rappelle qu'à court terme, il n'y a pas de risque à arrêter des IPP à part un fort désagrément pour le patient. Donc en fait, il peut se réguler et faire entre guillemets son auto-sevrage. Ok.
Alors, peut-on faire au niveau clinique la différence entre un problème d'hypochloridrie et un problème d'hyperchloridrie? Est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques pour l'un ou pour l'autre? Oui, alors l'hypochloridrie, je suis passé un peu rapidement dessus, mais il y a un test qui est assez facile à faire, qui se fait avec du bicarbonate de soude. Donc vous dissolvez du bicarbonate de soude en fait dans un demi-verre d'eau comme ça. Vous buvez le verre d'eau. Et normalement, vous devriez avoir une éructation qui est relativement rapide, aux alentours de 2-3 minutes. Si l'éructation est quasi immédiate, bah, ça veut dire que potentiellement vous avez une hyperacidité. Bon, ok. Si vous n'avez pas d'éructation du tout, ça peut vouloir dire que vous êtes en achloridrie ou en hypochloridrie, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Maintenant, au niveau symptomatique, l'hyperacidité a plutôt tendance à provoquer des brûlures. L'hypochloridrie provoque des brûlures, mais qui sont plus en lien avec une mauvaise digestion. Donc souvent, les brûlures sont plus postprandiales. Mais je vous invite à faire ce petit test, voilà, qui est simple, qui est pas absolu. Hein. Il y a des choses beaucoup plus fines avec des mesures d'air expiré ou des choses comme ça qui permettent d'approcher un peu plus finement le problème. Mais en tout cas, du bicarbonate de soude, on trouve ça dans n'importe quelle grande surface et c'est un test qui est simple et relativement efficace. Ok, merci. Alors, pourquoi vouloir une libération des probiotiques dans le côlon et pas dans le grêle pour Vitabiotique Confort? Est-ce qu'il y a un lien avec la fleur de fermentation ou putréfaction? En fait, le grêle, normalement, alors on est d'accord qu'on a des bactéries dans tout le tractus digestif, hein, de la bouche au rectum, on a des bactéries. Sauf que quand on prend des lactobacilles, des bifidobactéries principalement, eh bien, leur lieu de séjour préférentiel, c'est le côlon. Et donc, l'idée, c'est de ne pas avoir une libération dans le grêle, non seulement parce que c'est pas dans les conditions de pH, enfin, ça va pas être idéal, si vous voulez, pour qu'elle colonise, en fait, qu'elle colonise le tractus digestif. Or, quand on prend un probiotique, l'objectif, c'est vraiment la colonisation pour avoir des effets à long terme, en fait, de ces probiotiques. Et au-delà de ça, on risque d'augmenter le risque de SIBO. Donc, qui est encore une fois un problème qui est croissant et important. Et sur lequel, en plus, on n'a pas beaucoup de solutions de traitement véritablement rapides, efficaces, etc., etc. Donc, vraiment, pour toutes ces raisons, pour des questions d'efficacité, mais aussi de moindre effet secondaire, c'est pour ça qu'on a cette technologie de double encapsulation et qu'on va chercher à libérer au maximum les probiotiques dans le côlon. Ok. Alors, est-ce que l'argile ou l'eau d'argile peut-elle être utilisée pour la cicatrisation et diminution de l'inflammation gastrique? Oui, alors l'argile, honnêtement, c'est un nutriment que je connais relativement mal. D'ailleurs, c'est une substance plus qu'un nutriment que je connais relativement mal. Bien sûr, je connais son effet tapissant, hein, c'est le principe du Gaviscon, hein, une autre classe de médicaments qui va, voilà, qui contient de l'argile, qui va tapisser finalement les muqueuses et donc diminuer les irritations. Je sais, j'ai lu qu'il y a aussi un effet anti-inflammatoire de l'argile, donc qui peut être intéressante. Maintenant, je vous rappelle que les argiles ont toutes été interdites en complément alimentaire il y a une dizaine d'années de cela. Alors bon, vous pouvez toujours avoir des marques qui conseillent une ingestion Péros, ou une prise Péros, mais les argiles sont très riches, notamment en aluminium, et donc c'est pour ces raisons, parce qu'elles peuvent être source d'ingestion importante d'aluminium et d'autres composants toxiques, qu'elles ont été interdites par voie orale. Donc je suis un peu embêté pour répondre à cette question parce que je connais mal, pour la raison que je viens de vous évoquer, et notamment leur interdiction. Maintenant, je pense qu'il y a effectivement des belles publications et des effets à court terme qui sont intéressants. Et je m'arrête là parce que, encore une fois, je connais mal le sujet, donc je ne veux pas m'embarquer dans une discussion d'experts qui peut effectivement me dépasser. Pas de souci, merci quand même. Qu'en est-il de prendre du jus de citron s'il y en a RGO ou dyspepsie? Est-ce que ça améliore la situation ou est-ce que ce serait plutôt antiproductif? Non, alors ça peut être tout à fait, c'est paradoxal, hein, mais en fait, c'est des questions d'acide fort et d'acide faible. Hein. L'acide chlorhydrique, c'est un acide fort. L'acide citrique qu'on trouve dans le citron, c'est un acide faible.
Et on peut avoir des effets bénéfiques en fait à la consommation de jus de citron. Parce que justement, on a des effets tampons de cet acide faible sur l'acide chlorhydrique. Et notamment, on a des remèdes de grand-mère un peu chez les femmes enceintes, vous savez, jus de citron noisette pour les problèmes de reflux gastro-œsophagien et de brûlure gastrique chez la femme enceinte, qui donnent plutôt de bons résultats. Au passage, vous pouvez aussi consommer Vitacid Optimal chez les femmes enceintes. Il n'y a pas de contre-indication avec les peptides de soja. Ok. J'avais une question par rapport à ça, il me semble aussi, peut-être dans le chat. Comment accompagner une personne qui a subi une ablation de l'estomac pour l'absorption des acides aminés provenant des protéines? Ouais, bon, ça c'est toute la question de la chirurgie bariatrique. C'est-à-dire que les conséquences à long terme, elles sont vraiment et nutritionnelles, elles sont vraiment très 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 importantes. De toute façon, et je prêche pas pour ma paroisse, c'est les recommandations officielles. Il faut envisager une supplémentation micronutritionnelle en fait en permanence. Au passage, au bout de 18 mois, je crois qu'il y a 80% des personnes qui n'ont plus aucun supplément. Donc en fait, ça veut dire qu'ils vont être en dénutrition. Enfin bon, bref, c'est des personnes qui doivent être suivies et qui sont pas suffisamment suivies. Ensuite, vous compensez avec des micronutriments, donc tout ce qu'on a vu, le magnésium, le Vitasynergie, etc., le zinc. Vous pouvez aussi utiliser des enzymes digestives. Donc, on n'en a pas chez Vitanutrix, mais sur SimplyCure, vous trouverez probablement de très bons partenaires qui en auront. Je vais pas citer de marque, mais voilà. Mais les enzymes digestives, ça peut être une bonne solution. Après, vous pouvez aussi travailler au niveau de l'alimentation, essayer d'avoir des protéines facilement digestibles. Voilà, des laits partiellement hydrolysés, des choses comme ça, des protéines végétales qui sont un peu plus simples. Voilà, donc c'est un vrai sujet et c'est vraiment compliqué en fait. C'est vraiment compliqué. Ok. Je ne sais plus si on a abordé les durées de prise. Donc, est-ce qu'on peut conseiller le Vitacid sur le long terme? Alors, les études cliniques que je vous ai montrées, elles sont sur 30 jours. Sur les patients, vous savez, qui sont atteints d'un ulcère. Donc, aucun problème sur 30 jours. Au-delà, il n'y a pas de contre-indication majeure. Alors, j'ai vu passer dans le chat et je vais faire peut-être d'une pierre deux coups. Oui, c'est vrai que comme tout antiacide, puisqu'il y a des carbonates dedans, on peut légèrement modifier le pH et donc avoir des problèmes derrière de dysbiose, de constipation. Mais il faut comprendre que les carbonates sont là en petite quantité, pour améliorer l'effet symptomatique à court terme, mais ils ne sont pas à très grosse dose parce que, encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est l'extrait de soja fermenté. C'est ça qui est important. Et donc, pour répondre en fait à la question et à la double question, non, on n'a pas de contre-indication à long terme à la prise du Vitacid Optimal, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir s'en passer à moyen terme, c'est-à-dire au bout de 6 semaines, 8 semaines, de pouvoir arrêter le Vitacid Optimal parce qu'on a résolu nos problèmes d'acidité. Alors évidemment, s'il y a une hernie hiatale, ça va pas marcher. C'est-à-dire que là, on a vraiment une cause mécanique et on va améliorer les choses, mais on va pas effectivement régler définitivement le problème. Et pardon, je mets aussi une précaution. Vous faites attention chez des personnes qui ont des ulcères ou des personnes qui ont des cancers de l'estomac. Là, on est d'accord qu'on encadre médicalement et s'il y a une prescription d'IPP, alors on travaille plutôt, je dirais, sur les conséquences métaboliques de la prise à long terme des IPP, parce que là, vous n'allez pas à rebrousse-poil du protocole médical. Ok, donc je tenais à repréciser ce point-là. Ok. Alors, est-ce que vous avez aussi des études peut-être sur l'impact du produit? Donc, j'imagine qu'on parle du Vitacid antiacide sur le microbiote intestinal. Oui, en fait, j'ai un peu répondu dessus. Enfin, Ouais. c'était la question d'avant. Donc non, on n'a pas d'études spécifiques. Par contre, il y a quelques études sur les carbonates qui montrent un effet modéré mais existant, notamment quand ils sont pris à long terme et à grosse dose, ce qui sera très clairement pas le cas avec le Vitacid Optimal. Ok. Est-ce que l'aloe vera est intéressant pour les muqueuses gastriques? Ouais, tout à fait. On a quand même quelques plantes intéressantes. L'aloe vera en fait partie. On a un probiotique qui s'appelle Vitabiotique
Protect. Donc là, j'ai parlé du confort. Le Protect, il est vraiment quand vous avez une grosse inflammation au niveau intestinal, donc un syndrome de l'intestin irritable, une MITSI, etc., etc. Et en fait, dans cette formule, il y a des probiotiques anti-inflammatoires et il y a aussi de l'extrait d'aloe vera. Donc là, c'est un produit évidemment qui est indiqué pour des problèmes intestinaux, mais l'aloe vera, c'est quand même une belle plante et elle a quand même des effets anti-inflammatoires. On retrouve l'effet alginate aussi un peu en compensation du mucus. Donc, bon, bref, pour toutes ces raisons, ouais, c'est une chouette plante. C'est une chouette plante. Ok. Alors, je crois que j'en avais sauté une d'ailleurs. Tac, tac. Bon, ah oui. Si on a une hyperperméabilité intestinale, est-ce que l'on ne peut pas donner de glutamine, glutamate, cancer, côlon? Vous conseillez quoi? Et que l'on ne peut pas donner de glutamine, pardon. Ah oui, ok. Bon, la fameuse question, oui, Ouais. bon. Alors, pendant des années, on a donné beaucoup de glutamine et à très forte dose chez des patients qui étaient en post-chirurgie, notamment du tractus digestif, pour éviter justement l'hyperperméabilité et favoriser la cicatrisation du côlon. En 2016, on a une étude publiée dans le Lancet qui dit, qui est une étude in vivo, alors qu'on a des tonnes de cliniques, qui dit, oulala, attention, on se rend compte que les cellules cancéreuses, et notamment en lien avec un cancer colorectal, se développent plus rapidement quand on leur fournit de la glutamine que quand on leur fournit pas de glutamine. Donc, principe de précaution, sur les cancers colorectaux et de manière générale du tractus digestif, on évite de conseiller de la glutamine. Je vous avouerai que c'est ma recommandation actuelle. J'évite de donner de la glutamine en cicatrisation chez un patient qui a un risque de cancer ou qui est en rémission d'un cancer colorectal. Voilà. Maintenant, voilà. Enfin, j'évite. Maintenant, de temps en temps, on trouve aussi un principe de précaution élargi et dès qu'il y a un cancer, on donne plus de glutamine. Alors, ok, on n'en donne plus en supplément. Faut pas oublier que la glutamine reste l'acide aminé quand même le plus consommé ou le plus présent dans notre alimentation. Hein. On consomme une alimentation équilibrée, je vous l'ai ressorti. En tout cas, qui apporte la bonne quantité de protéines en fonction de votre taille, de votre âge, etc., etc. Voilà, vous apporte entre 8 et 10 grammes de glutamine par jour, par rapport aux 3 grammes qui vont être recommandés ou 2,7 grammes qui vont être recommandés dans un glutamine de chez Vitanutrix. Vous voyez que finalement, c'est pas tant l'apport complémentaire qui va faire l'apport global en glutamine. Donc, bon, pour être synthétique sur cette question, et je mets du temps à y répondre parce que finalement, elle est problématique parce qu'un peu polémique et on est en principe de précaution un peu border. Ma recommandation, c'est dès que vous avez un cancer colorectal ou du tractus digestif, pas de glutamine. Pour les autres types de cancers ou dans les autres pathologies, je conseille toujours de la glutamine. Sinon, on n'en aurait pas dans la gamme, quoi. Ok, très bien. Alors, si on parle maintenant du magnésium, pourquoi est-ce qu'on conseillerait pendant le repas plutôt qu'à un autre moment? Oui, alors parce que en fait, on va considérer que le magnésium va être plus soluble pendant le repas et notamment le glycérophosphate de magnésium. Bon, c'est une recommandation que vous allez retrouver effectivement sur les boîtes de Vitanutrix, que l'on retrouve de manière générale un peu partout. Bon, je vous avouerai que quand on a des sels qui sont bien solubles avant ou pendant le repas, ça change pas grand-chose. Moi, à titre personnel, je le prends en dehors des repas. Vous voyez, donc je suis pas forcément en phase. Autant il y a des produits, il faut être très méticuleux, très respectueux en fait du moment de prise, tant sur le magnésium et sur le vitamagnésium forte en particulier. Je pense qu'on peut se détendre par rapport au moment de prise. D'accord, très bien. Alors, bon, après, il y a des questions plus spécifiques sur les cas particuliers. Je ne sais pas si vous, il y avait d'autres questions vraiment spécifiques auxquelles vous souhaitiez répondre. Donc là, on a répondu à toutes celles, en tout cas, qui avaient récolté quelques votes dans le chat. Oui, je les ai parcourus rapidement. J'ai plutôt l'impression que on a répondu au plus grand nombre de. C'est pas des choses qu'on a répondu pendant la présentation au final. Je pense que c'est les personnes qui avaient posé des questions. Puis après, vous y avez peut-être pu y répondre après. Bon, après, il y a des questions dans le chat, mais c'est toujours difficile de les retrouver.
Oui, il y avait une question, mais ça, on en a parlé un peu juste à l'instant sur le soja. Si on revient un peu sur le soja fermenté, donc il n'y a pas de contre-indication en cas de cancer hormonodépendant ou hypothyroïdie. Ouais, alors ça c'est une très bonne question. Pour tout vous dire, je me suis un peu battu avec les autorités belges pour essayer de faire supprimer cette mention. Mhm. J'ai pas réussi. En fait, ils partent du principe que dès qu'il y a du soja, alors il y a des isoflavones et il faut le déconseiller en cas de cancer hormonodépendant. Pourquoi est-ce que je me suis un peu battu? Parce que, comme vous le savez, une fermentation, ça transforme les isoflavones. Elles sont oxydées et elles ne sont plus du tout, elles ne posent plus du tout de problème de liaison avec les récepteurs oestrogéniques. Alors non seulement d'un point de vue présence de ces isoflavones, elles sont modifiées et donc il n'y a pas de problème, mais ensuite il y a la quantité. C'est-à-dire que 4 comprimés de Vitacide Optimal, c'est moins de 2 mg d'isoflavone. Un yaourt au soja, c'est 80 mg d'isoflavone de soja. Donc en fait, à un moment donné, et quand on sait que l'OMS, alors je ne veux pas rentrer dans des débats polémiques systématiquement, mais quand on sait que l'OMS, précisément sur les isoflavones de soja, considère que dans les populations asiatiques, elles ont des vertus protectrices sur les cancers hormonodépendants et qu'en fait, sur les populations européennes, on n'en a pas la preuve, mais on a lâché les restrictions, ou elle conseille de lâcher les restrictions de non-consommation des produits à base de soja chez les personnes qui sont à risque de cancer hormonodépendant, parce que justement, elles pourraient peut-être même avoir un côté protecteur, et je mets bien du conditionnel, et tout ça, en fait, il y a encore une incertitude scientifique. Je pense qu'il faut vraiment se détendre avec les isoflavones de soja. Donc, ok, j'ai pas pu supprimer la mention sur la boîte de Vitacide Optimal, mais il faut bien savoir que avec 2 mg maximum pour 4 comprimés d'isoflavones de soja, le danger, c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto. Ok. Ouais, merci. Je pense qu'on a répondu à un maximum de questions concernant le protocole. Donc, pour tous les conseils associés aux IPP, on va vous le mettre sur la plateforme SimplyCure dans l'après-midi, je pense. Je vous remets le lien ici d'ailleurs pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas encore. Je tiens vraiment à te remercier, Ludovic, pour la présentation. Très complète, toujours un plaisir. S'il y avait une autre question peut-être? Non, je voulais en fait te remercier Solène pour l'animation, vous remercier. Je regarde jamais les commentaires, chat, etc. Je parcours en diagonale là ce que vous avez écrit. Je vois plein de compliments en fait sur la présentation, sur les sources scientifiques, etc. Donc merci à tous pour vos encouragements. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour. Et effectivement, les sources, enfin. C'est pas parce qu'on fait de la santé naturelle qu'on fait pas de la science en fait. Donc en fait chez Vitanutrix on essaye de combiner les deux et on y arrive très bien en fait quand on se donne les moyens. Donc voilà, merci beaucoup à tous et merci Solène. Merci pour toutes ces belles formulations aussi. Et puis, à très bientôt peut-être pour un nouveau webinaire. Merci en effet à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Et puis, je vous dis la semaine prochaine éventuellement pour prochaine formation avec Equinétrie. Bon après-midi à tout le monde. À bientôt, merci.